Bon, si vous voulez bien, on va commencer ce webinaire. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis François Baudier de la CPTS Capacité Besançon et Métropole, donc avec Florence Delcet, qui est notre coprésidente, et Clémence Masson. On vous remercie très chaleureusement de participer en fait à ce troisième webinaire qui s'appelle Instant Capacité. Merci également aux cinq intervenants que vous voyez à l'écran et que je présenterai tout à l'heure. Donc, je vais vous faire donner quelques précisions un peu techniques. Donc, il est important que vous fermiez vos micros et vos caméras. Vous dire aussi qu'on prendra vos questions à la fin de ce webinaire, mais pendant le webinaire, bien évidemment, vous pouvez poser vos questions tout au long des interventions des cinq intervenants. Vous précisez également que ce webinaire est enregistré et qu'il se trouvera sur notre site, un site de notre CPTS qui a ouvert cette semaine, et je vous invite à aller voir. Et puis, voilà, je voulais vous présenter aussi, bien sûr, les différents intervenants dans l'ordre où ils vont faire leur communication. La première personne est Yvan Tan, qui est en charge de la télésanté à l'ARS Bourgogne-Franche-Comté. Donc, il nous donnera notamment le cadre de la télémédecine dans le contexte de la téléexpertise dans le contexte de la télémédecine. Et puis, on aura le témoignage d'un médecin généraliste qui est Jean-Baptiste Curé, qui est médecin à Roche-les-Beaupré et qui utilise dans sa pratique quotidienne la téléexpertise. Dans un troisième temps, on aura deux témoignages en quelque sorte de plateformes qui sont opérationnelles sur notre territoire. D'abord, la téléexpertise en cardiologie avec Benjamin Bonnet, et puis la téléexpertise dans deux domaines, sur les plaies et cicatrisations et l'infectiologie par Joséphine Moreau du CHU de Besançon. Et puis pour terminer, Yvan Tan reviendra sur des aspects très concrets et pratiques si vous êtes intéressé pour développer la téléexpertise. Enfin, on aura donc une discussion finale qui vous permettra donc de poser des questions, et ça permettra aussi aux intervenants de répondre aux questions qui ont été posées dans le cadre du chat. Voilà comment les choses vont se dérouler, et donc nous terminerons à 13h30. Donc voilà, je vais passer la parole à Yvan Tan, qui va nous expliquer le contexte de la téléexpertise dans le cadre de la télésanté. Donc, Yvan a un PowerPoint que vous voyez à l'écran. Yvan, c'est à vous. Alors, bonjour à toutes et à tous. Rapidement, hein, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. C'est juste pour vous rappeler le cadre dans lequel se déroule la téléexpertise. Alors, tout d'abord, juste pour qu'on soit d'accord sur les termes. Donc, je suis chargé de mission télésanté. Je ne suis pas seul à l'agence, hein, on est trois chargés de mission télésanté. Et la télésanté, en fait, elle recouvre deux notions, la télémédecine et le télésoin. Et dans la télémédecine, en dehors de la téléexpertise qui fait l'objet d'un focus particulier aujourd'hui, on a de la téléconsultation, mais ça, je pense que vous le connaissez déjà, vous l'avez pratiqué ou vous le pratiquez peut-être encore aujourd'hui. Ça s'est beaucoup, beaucoup démocratisé, euh, notamment au niveau pendant la période de la crise sanitaire. Et puis, à côté de la téléconsultation et la téléexpertise, on a de la télésurveillance médicale, de la téléassistance médicale et de la télérégulation. Sur la partie télésurveillance, on est sur le suivi à distance des patients à travers un certain nombre de paramètres qui sont décidés par avance. Et c'est le cas notamment de l'insuffisance cardiaque que l'on peut faire avec de la télésurveillance médicale. Et puis sur la téléassistance, je ne sais pas si vous savez que nous avons en Bourgogne-Franche-Comté un dispositif de prise en charge en urgence des urgences neuro et dont notamment l'AVC, qui est particulièrement efficace dans notre région. Et puis en dehors de la télémédecine, ben, on a le télésoin, donc, qui permet à un professionnel paramédical ou un pharmacien d'accompagner un patient.
Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas connaissance sur la Bourgogne-Franche-Comté de télésoins qui soient effectifs. Mais voilà, sachez que c'est une possibilité qui est offerte par le cadre réglementaire. Alors, vous dire aussi que quand on parle de télémédecine, et là on va faire focus vraiment sur la télémédecine, eh ben, on a de multiples acteurs aujourd'hui qui interviennent dans le monde de la télémédecine. La position de l'agence par rapport à ce multitude d'opérateurs, d'éditeurs spécialisés dans la télémédecine, que ce soit téléconsultation, téléexpertise ou télésurveillance, c'est que, bien entendu, c'est le libre choix qui prévaut. Et à côté de toutes ces plateformes de télémédecine, on va dire commerciales, on a, nous, au sein de notre agence, voulu promouvoir deux plateformes régionales de télémédecine, une spécifique qui va nous servir pour la téléconsultation, la téléexpertise, la téléassistance et la télérégulation, qui s'appelle Telmi, et puis une autre plateforme, e-santé BFC, qui est dédiée à la télésurveillance. Vous dire que ces deux plateformes sont une offre de services publics, c'est-à-dire que l'accès à ces deux solutions, à ces deux plateformes est complètement gratuite. La formation, l'accompagnement à l'usage était également gratuit. Et bien entendu, le service après-vente est gratuit. Et pour cela, nous travaillons avec un opérateur qui s'appelle le GRAD, le Groupement régional d'appui au développement de la e-santé, Bourgogne-Franche-Comté, qui est là à nos côtés pour toute la partie opérationnelle, mais ça, j'y reviendrai dans la deuxième partie de mon intervention. Alors, sur la télé-expertise, j'ai voulu faire un rapide focus pour vous rappeler le cadre réglementaire et ne préciser que ce qui est pris en charge aujourd'hui par l'assurance maladie. Parce qu'au-delà de toutes les professions médicales et paramédicales qui sont citées, en fait, tous les professionnels de santé peuvent faire de la télé-expertise, mais au gré des conventions et des avenants aux conventions des différentes professions médicales ou paramédicales, il y a un certain nombre de sujets qui sont aujourd'hui remboursés, pris en charge par l'assurance maladie. Donc, sur la télexpertise, au niveau des médecins, donc, que vous soyez demandeur ou expert, il y a une codification, une lettre clé qui existe, qui est opérationnelle et qui permet la prise en charge de ces types d'actes. La même chose pour les sages-femmes, qui peuvent être demandeurs, mais aussi experts comme les médecins, en fait, mais sur, bien entendu, leur périmètre de compétences. Et sinon, vous avez les infirmiers et les infirmiers de pratique avancée, orthophonistes, masseurs kinésithérapeutes et les pédicures podologues qui peuvent agir en tant que demandeurs d'un avis de télé-expertise. Alors, vous dire aussi rapidement qu'on a un certain nombre de spécialités médicales qui sont présentes sur notre plateforme Telmi. Vous voyez, il y en a beaucoup. On a un nuage de mots qui reflète la réalité. Et dans les faits, en fait, la première des spécialités médicales qui est utilisée sur notre plateforme, c'est la dermatologie. Ensuite vient tout ce qui touche à la prise en charge des AVC et des urgences neurologiques. Et enfin, en troisième rang, la cardiologie. Alors, vous dire aussi rapidement, en termes de maillage territorial, vous voyez tous les points verts, ce sont tous les sites demandeurs, qui est un médecin, deux médecins, c'est toujours un point vert. Et les points rouges que vous voyez sur notre carte, ce sont tous les sites experts. Et donc, ce qui nous intéresse, nous, agence, c'est qu'on puisse avoir un maillage territorial le plus complet possible. Mais ça, bien entendu, ça dépend des ambitions des uns et des autres, de leur volonté de rentrer ou pas dans le dispositif, de mettre en place ou pas la télexpertise, car bien entendu, nous, notre politique, c'est d'accompagner les projets de télexpertise à condition qu'on ait un engagement ferme des experts. Donc, vous avez deux types d'experts. Vous avez des experts qui sont OK pour prendre tous les demandeurs, et je dis bien tous les mandats, sur un territoire donné, et vous avez des experts qui disent, ben voilà, comme vous vous en doutez, ces experts médicaux, ils ont une vie à côté de la télexpertise et ils ont une activité majeure et déjà une activité bien remplie. Et donc, pour préserver en fait leur capacité à répondre dans des délais raisonnables, délais qui sont fixés entre le demandeur et l'expert, qui vont de 24, 48 heures, voire une semaine, il faut préserver la capacité à répondre et donc ne pas surcharger l'expert
Et c'est l'expert qui décide s'il est OK ou pas pour prendre un nouveau demandeur, et ça, quelle que soit la spécialité médicale. Alors, sur la CPTS, concrètement, sur Besançon et Grand, Besançon Métropole, qu'est-ce que l'on a en termes de spécialité médicale sur votre territoire? Donc, la cardiologie, dermatologie, suivi des plaies, infection, neurologie et rhumatologie. Et là, ça me donne ça fait la parfaite transition, si je peux dire, sur le point de vue du médecin généraliste utilisateur de la plateforme régionale Telbi. Merci Yvan pour cette présentation et pour cette transition. Donc, on va passer la parole à Jean-Baptiste Curé qui va nous expliquer comment lui, concrètement, en tant que médecin généraliste, travaillant d'ailleurs dans une zone plutôt rurale, même si elle est proche de Besançon, utilise régulièrement la téléexpertise. Voilà, donc moi je suis médecin généraliste en maison de santé et nous sommes 4 médecins. On a 2 ou 3 stagiaires de médecine générale, une assistante médicale et une infirmière ASAL, ce qui nous permet de faire pas mal de choses et d'élargir nos compétences. Donc en pratique, la télémédecine, on a commencé il y a 2 ans avec le grade et on a commencé par la cardiologie. Donc je vais vous raconter des petites histoires qui sont des histoires de chasse, mais qui sont quand même des cas pratiques et qui montrent le potentiel en fait de ce qu'on peut faire avec la télé-expertise. Donc par exemple, un cas d'un homme de 67 ans, c'est la diapo suivante. Donc c'est un homme qui se présente, il avait des épisodes de palpitations le soir depuis 2 semaines environ, ça durait 20 minutes. C'était le gars normal, sportif, qui faisait pas mal de vélo de route quand même. Il n'y avait pas d'autres signes particuliers. Et puis, il nous note qu'il y avait une mère qui était décédée d'un AVC à 79 ans, mais sans autre précision. Donc, du coup, on le voit au cabinet, on fait la consultation, la diapo suivante. L'examen clinique donc montre rien de particulier. Je vois un gars qui est en forme, à part ça, une tension normale. Et puis, donc, on décide de lui réaliser un électrocardiogramme. L'électrocardiogramme, il est un petit peu douteux, on a du mal à voir les ondes P. Bon, alors, je ne vais pas faire un cours de cardiologie, mais du coup, on se dit, bon, on va envoyer l'électrocardiogramme voilà, pour avis, parce que on a comment dire, un appareil qui est connecté. On le voit un petit à droite, on le mettra en plus gros. Donc, c'est un appareil qui transfère donc le compte-rendu en PDF et ce compte-rendu à travers la plateforme Telmi. Je vous avoue qu'on refile ça à notre assistante médicale qui sait très bien faire, qui prend le compte rendu, l'observation qu'on va donner avec les questions qu'on se pose, et qui va envoyer donc l'électrocardiogramme qu'on peut voir après. On peut le regarder en gros, donc assez précis avec des diagnostics. Alors c'est pas celui-là qu'on avait eu ce jour-là, mais ça montre bien que voilà, sur des ECG un peu douteux comme ça, qui ont l'air jolis, mais quand même il y a des petits trous au milieu, on sait pas trop. Et ben on peut avoir une réponse rapide. Donc on envoie ça. Donc nous on travaille avec la cardiologie de Saint-Vincent. Et dans la foulée, on se dit on va quand même poser un Holter, puisque le grade nous prête aussi un petit appareil de Holter. J'ai pas la photo, mais voilà, vous voyez un petit boîtier comme une Mappa, et puis on branche le Holter ECG. Donc le Holter, c'est un ECG sur 24 heures pour ceux qui savent pas trop. Et du coup, on a comment dire, le résultat à peu près une semaine 10 jours après, qui nous dit, voilà, doute sur une fibrillation quand même. Et puis, comme on a le lendemain renvoyé le Holter, pareil, 10 jours après, on a la réponse qui nous dit, voilà, confirmation de crise d'arythmie cardiaque. Et ça veut dire qu'en 10 jours, on a fait un diagnostic d'arythmie qui parfois prend des semaines, des mois, voire maintenant des années. Pour ceux qui connaissent, on a des petits Holters implantables qui durent plusieurs années. Donc voilà pour le premier cas. Deuxième cas, c'est un cas de dermatologie, puisqu'on s'est rapidement mis à faire de la dermatoscopie et puis d'envoyer des demandes. Alors on utilise pour la dermatologie générale, voilà, on transfère avec des dermatologues qui sont sur le plateau et qui se sont mis comment dire, dans le réseau. Donc, par exemple, là, c'était une jeune femme, 34 ans, la peau très claire, elle avait un gros grain de beauté pas très joli qui avait tendance à saigner un petit peu là sur le coin du soutien-gorge. Et puis, on voit qu'elle avait pas mal de coups de soleil. Et puis, elle nous dit, ça fait des années qu'il traîne, et puis souvent ça saigne, et il a du mal à cicatriser, et puis ça fait des trucs roses, tout écorché, tout pas beau. Donc on s'est dit, ouh là là, là on a un risque, c'est quand même bien d'avoir l'avis, qu'est-ce qu'il faut en faire. Donc
qu'est-ce qu'on fait? On fait des photos. Donc, on a des petits dermatoscopes, c'est la photo d'après, qui se met sur un appareil photo, hein. Donc, on prend la photo normale. Donc là, ce que vous voyez, c'est un angiome, hein. Ça n'a rien à voir avec le truc, mais c'était pour imager le truc. Donc, c'est un petit machin qui se clipse sur un appareil photo et qui fait des photos d'assez bonne qualité. Donc, il faut quand même une petite formation pour faire ça propre. En général, on fait une photo générale, une photo précise. Et puis, si on a des doutes sur d'autres, on peut voir avec nos correspondants, hein, voir s'ils sont d'accord pour donner un avis. Et là, rapidement, on a un avis en disant c'est un névus composé. Donc, ça, c'est la diapo d'après. Et du coup, il faut faire l'exérèse. Alors après, l'exérèse, nous, on les fait nous-mêmes, donc c'est bien. Parfois, il faut l'orienter, ou là, du coup, on a des rendez-vous peut-être un peu plus rapides. Et l'anapathe, 8 jours après, nous dit mélanome, stade. Alors, le stade, je ne sais plus comment on l'avait fait, mais après, on envoie en RCP en dermatologie. Mais du coup, on fait sauter le grain de beauté en même pas une semaine. Et j'allais dire, en moins de 3 semaines, on a les RCP et la surveillance en dermatologie. Voilà. Donc ça, voilà, ce sont deux cas assez caractéristiques, mais finalement qui représentent voilà, la moyenne de ce qu'on utilise. Nous, on fait la cardio depuis 2 ans. On a vu qu'on avait fait une soixantaine à peu près de demandes, alors qu'on est à plus de 500 ECG dans le cabinet, puisqu'on fait pas mal de cardiologie à travers la médecine aérospatiale et puis la médecine du sport, hein, entre autres. Donc voilà, donc ça représente une proportion quand même pas gigantesque. Et puis, il y a le côté rapide et pratique. Voilà pour ma petite présentation en conclusion, vive la télémédecine, à condition de la développer intelligemment. Merci Jean-Baptiste de la précision et la concision et surtout l'illustration de l'utilisation de la télémédecine en pratique courante, de la téléexpertise en pratique courante. Je rappelle aux personnes qui sont présentes, qui peuvent poser des questions dans le chat. Donc, on va passer maintenant à deux illustrations de plateforme. La première, d'ailleurs, qui a été évoquée par Jean-Baptiste, est la cardiologie. Donc, c'est Benjamin Bonnet, qui est cardiologue, qui va nous présenter cette plateforme. Bonjour à tous. Donc oui, moi je suis le docteur Bonnet, Benjamin, cardiologue sur le site de Saint-Vincent, au Contrebas, cabinet de cardiologie Cardioptime, où on est une dizaine de cardiologues. Donc moi je vous parle de la partie cardiologique qui s'est développée. Alors ça fait 2-3 ans et moi je suis arrivé récemment et ça fait 2 ans, on voit que l'activité prend beaucoup d'ampleur. Le docteur Curie a bien illustré la facilité de débrouillage dans certaines situations bien adaptées en cardiologie. Alors, je mettrai un bémol parce que toutes les situations en cardiologie ne peuvent pas être gérées par la téléexpertise, notamment les douleurs thoraciques, mais je vous en reparlerai un petit peu à la fin. Diapositive suivante, s'il vous plaît. La problématique, bien sûr, ça s'est développé, une double problématique pour le médecin généraliste avec des délais important pour une accessibilité chez le cardiologue, une démographie de cardiologues en baisse, comme vous pouvez le savoir dans le Grand Besançon. On a beaucoup, beaucoup de demandes d'avis ECG pour des patients asymptomatiques, des certificats de sport. Et donc, euh, via la télécardiologie et télexpertise, ça permet de solutionner un bon nombre de situations qui peuvent être gérées à distance. Il y a toute la problématique des urgences cardiologiques qui vont être assez relatifs parce que notre système se veut assez rapide, une réponse dans les 24 heures, mais on ne peut pas substituer à l'urgence du coup de fil, de la prise en charge immédiate. On a bien sûr accès à tous les avis, toutes les consultations, toutes les demandes sur notre téléphone portable, mais bien sûr, c'est pendant un temps de consultation, temps du bloc opératoire, donc on n'a pas une activité dédiée à ça et on n'a pas un cardiologue qui passe sa journée sur l'activité, la plateforme. Donc, on se veut rapide dans les 24 heures, mais voilà, il y a certaines situations qui ne rentrent pas dans ce cadre. Je vous expliquerai un peu plus tard. Diapo suivante. Pour le cardiologue, c'est toujours la même problématique aussi. On a aussi pas mal de sollicitations pour des motifs qu'on considère, nous, en cardiologie, d'urgence relative, et qui peuvent se gérer par l'outil téléphonique. Diapo suivante. Les chiffres, alors c'est des chiffres récents. On travaille, nous, avec 69 cabinets, donc voilà, comme ça avait été illustré précédemment, un rayonnement assez important, un EHPAD, il y a de la pédiatrie qui s'est développée, avec notamment un CH, le service de pédiatrie du CH de Dole, il me semble, pour des avis ECG. L'année 2022, on a eu 336 actes ECG et Holter ECG, et cette année, on est encore en cours, on a quasi doublé avec pas mal de Holter ECG qui se sont développés. Diapo suivante.
Alors, c'est un petit peu indigeste, je suis désolé sur la présentation, mais en fait, j'ai fait des photos d'écran de téléphone portable pour vous montrer un petit peu ce qu'on reçoit quand on va sur une demande qui est rentrée par le médecin généraliste. Vous avez 3 images, mais le menu est déroulant, hein, sur le téléphone portable. Ou bien sûr, ce qui est important, c'est de rentrer tous les éléments administratifs du patient, que ce soit numéro de sécurité sociale, tous ces éléments-là, et aussi vos éléments administratifs propres à votre cabinet médical pour le bon suivi, la cotation de l'acte, pour après bien intégrer le patient aussi dans notre logiciel médical, pour qu'on ait tous les éléments et qu'on puisse aussi le contacter par la suite, éventuellement pour une consultation rapide. Diapo suivante. Vous avez donc la possibilité, comme l'a dit le docteur Curé, de transmettre par capture d'écran un ECG qui est très bonne qualité. On a vraiment un bon matériel, donc un ECG d'excessivement bonne qualité, comme ça se traduit là ce jour. Vous pouvez passer la diapo suivante, s'il vous plaît. Et en fait, vous avez la suite de la présentation et la demande sur l'application où vous rentrez un petit peu le sujet de la demande, quelques informations assez brèves, hein, le texte se veut assez concis, la question amène quand même une réponse assez binaire, oui ou non. Et nous, on a toute une partie par la suite où on peut accéder, on peut demander des informations complémentaires, s'il nous manque des éléments administratifs, des antécédents, nécessité de traitement. On peut être amené à vous renvoyer cette demande-là. Et puis, en tout cas, vous voyez, sur la droite, on a la réponse un petit peu qui est assez succincte, hein, mais ça se veut assez facile avec voilà, ECG normal, oui, non, on met les commentaires en dessous. Conduite à tenir, on a différentes options avec consultation à prévoir. On peut prévoir ça assez rapidement dans le mois. Et l'idée étant, alors on développe ça dans notre cabinet, bien sûr, l'idée étant, en ayant tous les éléments administratifs, en théorie, on arrive, nous, en ayant tous les éléments administratifs du patient, à pouvoir contacter directement le patient pour une consultation rapide au décours, d'où l'importance de tout bien rentrer. Euh, donc, l'outil marche plutôt très très bien. Là, chaque mois, ça augmente et je pense que ça répond bien à la problématique de certaines situations, les ECG de certificats de sport, les suspicions d'arythmie. Le docteur Curie en a illustré, c'est vraiment les situations très adaptées, les auscultations irrégulières, toutes ces situations un petit peu là. Il y a d'autres situations, bien sûr, on met un bémol parce qu'en cardiologie, vous savez qu'on peut avoir des ECG normaux, notamment dans les douleurs thoraciques suspectes de coronaropathie, de syndrome coronarien, qui peuvent être tout à fait normaux, mais il y a un interrogatoire, une subjectivité de l'interrogatoire et des éléments qui rentrent en compte. Donc, c'est toujours un peu difficile et on évite de répondre à ces situations-là. Et d'ailleurs, on l'a formulé par la suite. Je vous montrerai un petit peu notre formulaire, mais pour éviter toutes les douleurs thoraciques suspectes, parce que si on passe par ce canal, on a peur qu'il y ait un manquement de notre côté de délai, de rapidité de réponse, et puis qui se passe un syndrome coronarien qui passe un petit peu inaperçu dans cette situation. Donc, on n'a pas encore intégré la douleur thoracique, et pour nous, c'est un autre motif qui doit passer par les voies de communication standard. Mais pour une grande partie de tous les autres motifs en cardiologie, on peut passer par ce canal-là. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà ce qu'on a un peu développé dernièrement, qu'on a adressé à tous les centres qui souhaitent, centres cabinets médicaux qui souhaitent travailler avec l'outil Telmi via notre centre, un petit peu les éléments un peu obligatoires, de rentrer les choses, de faire bien le travail à tout niveau pour qu'on ait tous les éléments. Et bien sûr, les requêtes, voilà, on l'a bien spécifié, je vous le précise, les douleurs thoraciques, parce que par expérience, ça peut vraiment. Il peut y avoir un délai de réponse qui est de plus de 24 heures, le CG normal, il y a une artère latérale qui se bouge, enfin bref, c'est un vrai infarctus et puis l'histoire peut être dramatique. Donc, ce n'est pas tout à fait adapté pour de l'urgence, urgence de coronaire. Mais tout le reste, voilà, nous, dans notre pratique quotidienne, on a régulièrement 5-6 avis ECG ou alter ECG par jour, avec des réponses qui se font dans la journée. On a bien sûr demandé mais on ne peut pas répondre après 20 h, 21 h ou le week-end. On n'a pas trop cette spécificité-là parce qu'il y a un temps pour tout, bien sûr. Mais ça se met bien en place et je crois qu'on a des retours positifs. Nous, de notre côté, on est très contents. Ça permet aussi d'avancer sur certaines situations et d'éviter un engorgement de consultation qui pourrait être inutile. Et puis, du côté de la médecine générale, notamment, ça permet d'avoir des réponses rapides et des fois pratiques et on peut déjà bien débrouiller les situations.
Voilà ce que j'avais à dire sur l'outil télécardiologie de notre côté, du côté du cardiologue. Merci beaucoup pour cette présentation très, très claire et je trouve convaincante. Donc, si vous le voulez bien, on va passer à Joséphine Moreau du CHU de Besançon qui va nous parler à la fois de dermatologie à travers les plaies et cicatrisations, mais aussi d'infectiologie. C'est à vous. Alors, Joséphine, on ne vous entend pas. On voit votre... Activer le micro. Ok. Vous m'entendez? Oui, Alors, pour l'instant, ça marche. C'est bon? oui. Alors, on voit plus votre diaporama. Voilà. Alors, pour moi, il est... Là, OK. on voit le diaporama et Alors, on vous entend. Très bien, à vous. parfait. Merci. Excusez-moi, c'est un peu compliqué. Donc, bonjour à tous. Je suis Joséphine Moreau, je suis médecin, je suis dermato au CHU et je travaille... j'ai le desk de maladies infectieuses et donc je travaille en maladies infectieuses le vendredi. J'ai la chance de pouvoir cumuler un peu ces deux spécificités. Et dans le cadre de la mise en place de la télexpertise avec le GRAD justement sur les plaies chroniques et la dermato, on l'a étendu progressivement à l'infectiologie, comme disait Monsieur Tan. Donc du coup, je ne reviens pas sur ce qui a déjà été dit, hein, c'est bien avec le GRAD, le logiciel Covotem. Le partenariat au préalable implique une charte de fonctionnement, ce que disait le docteur Bonnet sur un peu c'est un peu voilà, un peu un guide de bon usage pour que ça se passe bien. Grosso modo, c'est établi par nous et puis on le transmet aux différents requérants et c'est vraiment pour tout ce système permet de sécuriser, de tracer les données et de valoriser surtout les actes de télexpertise, d'où ça pour faciliter l'accès aux soins qui sont, je sais bien, compliqués en dermato. Alors, le Grand Besançon n'est pas l'endroit le plus difficile, mais voilà, tout autour du Grand Besançon, dès qu'on s'éloigne un petit peu, c'est vrai que la démographie médicale de dermato fait que voilà, on a besoin de ressources différentes. Donc ça, voilà, je vous ai juste mis la page d'accueil en fait sur lequel j'atterris, moi, quand je reçois les demandes. Donc voilà, c'est vraiment juste pour vous montrer en pratique ce que c'est. C'est plutôt facile à gérer. Il y a bien le formulaire de télexpertise, les différents documents qui sont joints et voilà. Donc là, je reviens parce qu'en fait, Benjamin Bonnet a mis la même chose. C'est tout autant indigeste. Et donc là, c'est pour la partie maladie infectieuse. On voit effectivement le formulaire demandeur et la réponse expert. C'est très important, bon, je le redis, mais voilà, de saisir bien toutes les données parce que ça nous permet d'informatiser, de tracer, de valoriser l'acte. Alors, on a petit bémol pour le CHU. Je pense que ça fera sourire Monsieur Tan, que je ne vois pas parce que je vois le PowerPoint. Mais que voilà, gros problème au CHU en ce moment pour valoriser les actes de télexpertise qui ne sont absolument pas valorisés. Pour le moment, mais on ne perd pas espoir. Donc, côté infectiologie, en gros, ce que vous connaissez déjà probablement, c'est les avis interservices, donc on appelle historiquement la cisaille, et ça n'a pas trop plus trop le sens quand ça dépasse le CHU. C'est l'activité à part entière du service de maladies infectieuses, des internes qui sont en première ligne. Alors, je sais que parfois, ça chafouine un petit peu les médecins généralistes ou même les autres médecins, parce que c'est les internes qui sont en première ligne. Voilà, après, pour le moment, on s'organise comme ça. Il y a toujours une seniorisation secondaire et en fonction de la situation, le senior peut prendre tout de suite la main à la place de l'interne. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez facilement modifiable. Ça, Donc c'est une l'idée, ligne téléphonique, c'est ça? c'est une ligne téléphonique ou par fax. Alors c'est assez D'accord. ancestral. C'est pour ça que du coup, la télexpertise et la mise en place du logiciel permettraient justement de remplacer les fax, les courriers, les téléphones, etc. Pour alors les téléphones Et qui est opérationnel à l'heure actuelle? qui est opérationnel à l'heure actuelle et depuis de très nombreuses années, hein, Oui, je oui, je pense sais, bien. oui. Très bien. Et voilà, c'est indépendamment des avis urgents qu'on verra, le fax courrier, le principe d'utiliser la télexpertise, ça sécurise vraiment les données par rapport au fax courrier qu'on connaît habituellement. Et donc voilà, je vous ai mis la photo de où ça se passe. Alors là, vous avez de la chance, c'est à peu près bien rangé. Parfois, vous avez des internes en burn-out dans le bureau. Donc c'est bien un bureau, il y a des temps dédiés. En général, on essaie au maximum de répondre par demi-journée. L'activité est extrêmement variable. Alors il faut savoir que les avis interservices, la cisaille, c'est pour la Bourgogne-Franche-Comté, enfin c'est pour la Franche-Comté, pardon. Et c'est les avis du CHU, avec parfois des avis compliqués de réanimation, de chirurgie, etc. Donc ça nécessite vraiment une concentration assez importante.
Parfois, on va avoir 2 avis par jour, parfois en avoir 30 et c'est pas rare qu'on ait à se mettre à plusieurs seniors pour, écluser les avis. Souvent, les avis sont envoyés le soir parce que, bah, c'est après la journée ou alors par demi-journée. C'est envoyé après la demi-journée ou alors après la visite ou après voilà et donc en fait, il y a vraiment des horaires, très noirs, on va dire, où on dit que le fax crache les cisailles. C'est vraiment ce principe-là. Donc l'activité est très variable, on sait que c'est très formateur pour les internes. Le traitement des avis selon le temps et l'urgence et comme disait le docteur Bonnet, c'est aussi en fonction, puis le docteur Tan, c'est vraiment en fonction de notre activité personnelle, professionnelle aussi. Et ça, c'est des choses malheureusement qui ne sont pas compressibles. Derrière, quand on a un avis infectieux, ça va dépendre un peu de la situation. Soit ça va générer une consultation voilà, de visu, en présentiel, soit une hospitalisation complète qui, globalement, passe quand même par une consulte, ou alors un avis téléexpertise à distance. C'est vraiment très variable. Ça nous arrive aussi de réorienter en fait dans la bonne situation. Donc, bah non, ça ne va pas nous concerner. Ça faudra peut-être plus solliciter nos collègues de médecine interne ou d'un autre secteur. Donc l'intérêt, effectivement, ça ne va pas en pratique nous changer l'organisation et le type de prestation, c'est-à-dire qu'on s'engage quand même à répondre normalement, idéalement, par demi-journée, mais c'est par journée. C'est rare qu'on laisse des avis le soir, sauf quand ils sont reçus tard et qu'on croule déjà sous le boulot. Mais globalement, on essaie de faire dans les 24 heures. J'ai l'impression que, de façon générale, ça tient plutôt bien. La téléexpertise avec Telmi permet quand même la traçabilité et la sécurisation des données par rapport au mail, fax, téléphone, ça c'est indéniable. Surtout que quand vous êtes au téléphone, excusez Benjamin, c'est que vous êtes appelé, vous devez répondre l'avis, vous avez la personne en face de vous, vous sortez de la consulte, enfin voilà, c'est pas forcément hyper serein. En plus, c'est dépendant de la qualité de ce qu'il y a en face et parfois les échanges sont assez compliqués et voilà, on a besoin d'avoir plus d'informations pour répondre vraiment correctement et donner une réponse qui est bonne, quoi, qui est juste. La valorisation des actes, donc enfin presque, parce que Ochu, c'est un peu compliqué. Ça ne remplace pas, bien sûr, la ligne téléphonique pour les avis urgents. Alors, on sait très bien que quand vous avez une salle d'attente pleine pour les médecins généralistes ou même les spécialistes, que vous avez une salle d'attente pleine et que vous savez que vous avez besoin d'un petit avis, en général, si vous arrivez à appeler ou à nous joindre, alors, en général, si vous n'arrivez pas à nous joindre, c'est qu'on est déjà en ligne. Du coup, je me permets juste de dire que ça ne sert pas forcément à grand-chose d'appeler les infirmières. C'est qu'on est en ligne. Rassurez-vous, la ligne et le téléphone, elle marche tout le temps. Donc, malheureusement, ça demande de la patience, mais on fait comme on peut. Et cette ligne téléphonique, si vous nous dites, écoutez, je suis embêtée, j'ai la personne devant moi, ou alors je vais la voir ma prochaine consulte, est-ce qu'éventuellement ça vous embête pas d'avoir un senior d'emblée, les internes, enfin nous, ils ont comme consigne de nous passer la ligne et de nous passer le téléphone et on répond très vite, enfin on répond globalement assez rapidement. D'autant que c'est demandé gentiment, parce que parfois, je me permets de dire, parfois c'est pas toujours, mais c'est voilà, quand c'est demandé gentiment et qu'il y a vraiment un bénéfice, on comprend très bien que vous avez la salle d'attente pleine et que nous, ça va nous prendre 3 secondes si vous nous dites que ça nous prend 3 secondes. Donc voilà, ça peut tout à fait être fait aussi. Bon, les urgences, bien sûr, urgences vitales, on le fait, hein, ça c'est sûr. Ça vous concerne peut-être un peu moins cabinet, j'espère pour vous. Et bien sûr, ça implique un examen clinique au préalable ou paraclinique si nécessaire. Donc ça, c'est pour la version téléexpertise en infectiologie. Pour les plaies chroniques, ça va être un petit peu différent. Donc l'intérêt des plaies chroniques, je pense que comme disait le docteur Tan, c'est vrai que le dermato, en raison de la démographie, de la facilité des photos, c'est un énorme intérêt, la téléexpertise, parce que c'est beaucoup d'avis ponctuels. On sait qu'il y a peu de formation des médecins généralistes pour la dermatologie. Et j'imagine qu'on peut souvent être assez rapidement perdu quand il y a une lésion qu'on ne comprend pas, ou alors une éruption, un rash, quand on sait qu'on aura des grosses difficultés à avoir accès à un dermato en urgence. Donc ça, c'est tout à fait normal. Ça évite le déplacement du patient. Alors pour les plaies chroniques, c'est plus facile, enfin c'est plus logique que pour la dermato tout venant, mais les plaies chroniques, on entend bien que quelqu'un qui est en EHPAD, c'est difficile de le déplacer. Et dans ces cas-là, c'est tout à fait légitime. J'en profite pour faire une petite pub. On a mis en place depuis depuis l'année dernière, un DU de dermato pour le généraliste. On est le 2e en France, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Là, c'est déjà complet. Il y a des gens de Nice et de Marseille et de Brest qui viennent, donc n'hésitez pas si vous êtes intéressés pour l'année prochaine. Voilà, c'était le petit coup de pub. Pour les plaies chroniques, en pratique, donc pareil, donc il y a notre bureau du centre des plaies, donc c'est de l'HDJ. Bon, il y a des bonbons il y a très souvent des bonbons chez nous, c'est pas bien, mais c'est de l'hôpital de jour, donc il faut savoir que c'est un binôme infirmier. Là, vous avez Karine, qui est l'infirmière référente du centre des plaies, puis moi-même, le médecin. Pour la demande de téléexpertise, c'est pendant l'hôpital de jour, donc c'est pendant qu'on voit nos patients qu'on fait en même temps, quand on a le temps, la téléexpertise.
Donc, ça va donner, la téléexpertise, comme la maladie infectieuse, va donner lieu à une consultation ponctuelle ou même plus tard un suivi, une réorientation vers le bon interlocuteur, notamment pour les plaies d'orteil. Ça nous arrive de réorienter vers les chirurgiens plutôt, essentiellement en chirurgien orthopédique ou vasculaire. Ou alors ça peut se gérer à distance. Très important, il n'y a pas de temps dédié. Je suis toute seule, donc c'est pas facile. Karine, du coup, ne répond pas aux avis puisque c'est vraiment médical. Donc il y a un médecin, c'est moi. Et voilà, pour le moment, j'arrive à gérer, mais c'est uniquement quand je peux le faire. Donc voilà, parfois c'est un peu compliqué. Donc actuellement, pour le moment, certains d'entre vous connaissent le formulaire qu'on a mis en place avant la téléexpertise sur le site internet. Donc ça, c'est vrai que ça marche pas mal. Mais l'idée, c'est de transformer, se faire disparaître au fur et à mesure ce formulaire pour promouvoir la téléexpertise, pour sécuriser toutes les données qu'on vient de voir. Le petit bémol pour le centre des plaies, c'est que la réponse, il faut vraiment comprendre que la plaie chronique, alors je pense que je me spoil un peu, les plaies chroniques, c'est pas la réponse, c'est pas quel pansement. Un pansement, normalement, n'importe quelle infirmière est capable de dire quel pansement il faut utiliser pour un plaie, parce que c'est vraiment une prise en charge paramédicale. Et voilà, en plus, maintenant, il y a le DU de cicatrisation, il y a des infirmières qui sont tout à fait opérationnelles là-dessus. Donc, si la question, c'est quel pansement je mets dessus, c'est pas le bon... C'est pas la réponse, c'est pas la peine de faire une telle expertise dans ce sens-là. En revanche, si il y a une problématique plus générale, là, on peut avoir, bien sûr, c'est tout à fait légitime. Donc, faut pas adresser les gens pour dire, voilà, qu'est-ce que je mets dessus. Voilà, c'est vraiment une prise en charge globale. Donc, en pratique, on a les box de consultation, ça, je vous ai juste mis ça, le binôme infirmier-médecin, donc Karine et moi. Et puis alors voilà, c'est parfois, il y a certains petits bémols dans les plaies chroniques, c'est que, alors on sait, et moi la première, je suis la première à le dire, quand je voyais débarquer en rempart les plaies chroniques, je me suis dit, oh la vache, ça va prendre du temps, je suis pas du tout équipée dans le box de consulte, c'est galère. Donc je sais très bien, et c'est vraiment, pour l'avoir fait, je sais très bien que c'est compliqué d'avoir des plaies chroniques, d'autant que ça coule, ça sent pas bon, enfin voilà. C'est compliqué d'avoir ça dans sa salle d'attente et derrière dans son bureau. Mais néanmoins, il y a quand même un aspect médical des plaies qui est quand même fondamental à prendre en charge. Et on a besoin d'avoir des connaissances des antécédents, de l'état vasculaire. Le vasculaire, c'est très important aussi, des antalgiques, du projet de soins global. C'est pas un sens de nous envoyer quelqu'un, de nous adresser quelqu'un d'EHPAD qui est grabataire, qui a une escarpe talonnière, qu'on ne pourra pas rien... Enfin, on ne pourra pas faire parce que son projet de soins est tel qu'il ne pourra pas guérir. Et voilà, ça peut être 2 avis téléphoniques. Et ça, pour le coup, la téléexpertise, c'est idéal, puisque ça sera pour le coup un avis ponctuel ou une aide à la prise en charge. Et parfois, nous, le recul qu'on a fait qu'on est capable de guider, pas que sur le pansement, mais sur un petit peu le tour. L'aspect médical, voilà, c'est vraiment, j'insiste un peu sur le fait, et on est en train de modifier un peu la charte, comme disait Benjamin en cardio, qu'on a besoin des Dopplers et des choses comme ça, parce que derrière, je dois redire systématiquement, bah oui, mais vous manque le Doppler artériel pour savoir quelle compression on peut mettre, comment envisager un peu la suite. Donc ça, voilà, il y a cet aspect médical qui est, à mon sens, incompressible pour les plaies chroniques et qui nécessite, voilà, voilà, peut-être pas de la formation. C'est, quand je dis formation, c'est pas formation à la plaie chronique, c'est vraiment formation pour comprendre ce dont on a besoin. Donc pour le moment, je sais que ça c'est toujours un peu controversé, mais c'est non ouvert aux infirmiers libéraux. Je suis désolée, mais pour le moment, je tiens ce cap parce que si on veut faire les choses correctement, il faut que ce soit dans les bonnes conditions. Et il faut que le médecin fasse la démarche. Alors après, qu'il y ait un lien infirmier, que ce soit elle qui envoie les photos au médecin, etc. Mais la demande doit émaner, à mon sens, du médecin généraliste. Et que pour le moment, on n'est pas en mesure, pour des raisons pratiques évidentes, d'ouvrir cette téléexpertise aux infirmières. Alors après, pourquoi pas plus tard l'ouvrir pour les patients qui sont déjà suivis. Je ne sais pas si vous savez, mais en fait, sur le site internet, on a non seulement les demandes de consulte dermato, on a les demandes de consulte pour le CTAPC, d'hôpital de jour pour le CTAPC, et les infirmières, en revanche, ont la possibilité d'utiliser un formulaire dédié, les infirmières ou les médecins, pour les patients qui sont déjà en cours de suivi. Mais pareil, déjà en cours de suivi, c'est pas des gens qu'on a vus en 2014 et qui récidivent, parce que 2014, il s'est passé des choses et il faut qu'il revoie son médecin pour pouvoir avoir un update de ses antécédents et de ses traitements. Donc le binôme infirmier libéral et médecin est fondamental. Petite formation, je suis un peu provoque parce que parfois on nous envoie des demandes à avoir absolument en urgence et en fait on se rend compte que c'est l'infirmière, parce que je sais très bien que parfois vous êtes un peu chanté par les infirmiers qui pensent que, alors je dis ça comme ça,
que vous n'y connaissez pas grand-chose en plaies chroniques, c'est pas du tout méchant, et qu'en fait, je sais que souvent vous êtes chanté. Et donc, non, je dis non, vous n'avez pas à chanter le médecin généraliste, il doit savoir ce qui se passe, donc il faut absolument le faire. Et donc, souvent, on nous demande de faire des avis en urgence. Donc, lui, il fallait que je le voie parce que c'était une ostéite avec une exposition osseuse. Et en fait, non, il fallait simplement gratter et c'était juste de la croûte. Donc, c'est vraiment important d'avoir ces petites choses. Et c'est vraiment pas du tout provoque ce que je dis, hein, c'est que c'est hyper important parce qu'il y a plein de choses qui peuvent être déjà faites en amont. Et je sais que les infirmières ont peur, etc. Mais que, voilà, il y a voilà, ces petites choses qui sont quand même à explorer un petit peu au préalable. La mise au point des photos, donc ça c'est pareil, c'est des photos qu'on reçoit vraiment, hein, c'est pas rare. Alors autant avec un électro c'est facile parce que c'est voilà, autant avec les plaies chroniques, vous n'imaginez pas les photos qu'on reçoit. Donc là il y a une très belle mise au point sur les toilettes du monsieur, la plaie je la vois pas trop, mais voilà, c'est très important de faire attention aux photos que vous envoyez et que les infirmiers envoient. Et donc, ça me permet de rebondir sur la dermato courante, la dermato tout venant. Donc, il y a, je pense que le docteur Tan en parlera, je ne sais pas si c'est prévu, le docteur Tan, pardon, Yvan Tan en parlera. Il y a la création en cours d'un centre de ressources en dermato au CHU, c'est-à-dire qu'on est en train de réfléchir à comment sereinement ouvrir la télexpertise de dermato tout venant, donc pas plaies chroniques, vraiment dermato, aux généralistes, hors CHU, enfin pas forcément les dermatos libéraux, mais pour les généralistes. Dans le premier temps, on va privilégier les zones sans dermatologue libérale, bien sûr, avec des partenariats qui sont découpés en géographie ou à proximité. Et en cours aussi pour la dermato, pour essayer de former un petit peu de façon voilà, de façon un peu active, attractive et dynamique. On est en train d'essayer de mettre en place un webinaire de dermato courante, de pathologie dermatologique courante à l'attention des médecins généralistes. Genre une fois par mois, c'est pas du tout décidé, mais voilà, on est en train de réfléchir là-dessus pour que vous ayez un peu plus de cartes en main pour prendre pour reconnaître une kératose séborique, voilà, pour avoir des petites choses qui peuvent être complètement faites en libéral. Mais après, moi, je comprends très bien que vous n'ayez pas envie de vous former forcément à la dermato parce que je sais que d'un point de vue purement égoïste, je préfère être prise en charge correctement quand je fais mon insuffisance cardiaque ou quand je ferai quelque chose que si j'ai une kératose séborique. Mais voilà, il y a peut-être des petites choses qu'on peut améliorer et le but, c'est vraiment de renforcer le lien ville-hôpital avec et la télexpertise, mais de façon sereine et construite, et les DU qu'on met en place et les webinars qu'on pourrait éventuellement réfléchir. Donc, avec vous, c'est important. Donc, intérêt fort pour la dermatologie, ça s'étend progressivement. Implication dans la prise en charge des plaies, ça c'est vrai que c'est un peu nécessaire de la part des médecins généralistes. Que je vous dis ça, c'est pas pour être, mais que parfois on a la demande de télexpertise et en fait non, il manque le Doppler, il manque les antécédents, c'est pas juste le pansement. Et donc moi je renvoie la demande en disant bah oui, bah c'était pas plus tard qu'hier. Hein, donc je peux vous dire, j'en ai répondu à 2 et à 2 j'avais pas les informations du Doppler et donc je peux absolument rien dire. Donc voilà, la création d'un DU de dermato pour le généraliste qui peut être, je pense, assez intéressant, et la discussion du webinaire donc, qui est en cours. Donc voilà, j'ai dit un petit peu tout ce que je voulais dire, qui a déjà été aussi abordé. Je ne sais pas si ça vous a convenu. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, avant que l'on passe aux questions, je vais redonner la parole à Yvan Tan sur les aspects un peu concrets et pratiques pour les professionnels de santé qui sont présents et qui souhaitent s'engager dans des démarches de télé-expertise. Alors très rapidement, en fait, c'est simple, hein. Prenez contact avec l'agence. Donc on va échanger ensemble sur le besoin. On va regarder ensemble quels sont les experts potentiels. C'est-à-dire que vous avez en fait deux formes d'experts. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des experts qui sont complètement open. Et ce sera effectivement le cas avec la mise en place du centre de ressources en dermatologie avec le CHU de Besançon. Et puis des experts qui disent, ben voilà, moi je veux regarder, je veux choisir, je veux décider moi-même si je fais, si je ne fais pas, si je prends le projet ou pas. Ensuite, on va formaliser le projet à travers une fiche d'opportunité dont vous avez à l'écran une copie. En parallèle, on va voir avec l'expert s'il est OK ou pas. Vous remplissez la fiche, vous nous l'envoyez. Et derrière, c'est le GRAD, le Groupement régional d'appui au développement de la santé, qui va intervenir de manière opérationnelle pour la création de compte, pour accéder à la plateforme Telmi, pour vous former et éventuellement vous mettre à disposition du matériel, comme le Dr Curie l'a dit tout à l'heure, dermatoscope, éventuellement Holter ECG, si l'activité peut se justifier. Et puis enfin, la formation est à vous, demandeurs et aux experts,
de la mise en production et au démarrage opérationnel du projet. Voilà. OK. Ah ben, c'était court et précis. Très bien, merci, merci Yvan, merci à toutes et à tous pour vos interventions. Donc, on va passer aux questions. Donc, je vais passer la parole à Florence Delcey qui, sans doute, a quelques questions peut-être à poser. Oui, alors, il n'y en a pas beaucoup, pas du tout, même dans le forum, donc Ça va n'hésitez peut-être pas. venir. Oui. Voilà, moi j'en ai quelques-unes. Donc, si on a bien compris, la ARS, le grade, donc, finance les matériels. On a parlé de CG, de Holter, de dermatoscope. Donc, le médecin qui veut se lancer dans la télexpertise, du coup, finalement, la plateforme est gratuite, le matériel est gratuit. Donc, du coup, c'est quand même, si j'ai bien compris, du coup, c'est très facilitant pour le médecin généraliste de Alors, s'inscrire dans cette ouais, démarche. c'est très facilitant à une exception près. Alors, ce qu'on veut éviter, par exemple, pour tout ce tout ce qui touche à la cardio, c'est les effets d'aubaine. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, effectivement, on lance le message en disant bah, l'agence participe au financement de ce type de matériel, que ce soit les haltères ou les haltères ECG, ce qu'on a pu constater avec l'expérience, c'est qu'in fine, il y avait peu, voire pas d'usage en cardio, alors même que les matériels avaient été mis à disposition. Donc, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que nous, on vient et on récupère le matériel. Mais à partir du moment où vous avez une activité raisonnable, et après, on a des statistiques d'activité en fonction de tous les points, donc on a des valeurs de référence pour chaque type de structure, que vous soyez en cabinet médical seul ou au sein d'une MSP. On a à peu près un ordre d'idée, parce que les patientèles se ressemblent. Donc voilà, on a un pourcentage, on a une petite idée de ce qui peut être fait. Sachant que, bien entendu, il y a déjà des médecins qui savent très très bien lire leurs ECG, qui font ça de manière courante et qui n'ont besoin que pour des avis vraiment ponctuels, des avis experts du cardiologue pour aller plus loin. Merci beaucoup. Alors, j'ai une autre question peut-être pour le docteur Moreau. Donc, je suis infirmière libérale, donc j'ai été un petit peu chiffonnée par vos plaies chroniques parce que, en fait, on nous a donné beaucoup de nouvelles lettres clés, nous, en libéral, pour faire de la téléexpertise et du télésuivi, pour les plaies en particulier. Et alors, je ne renie pas le fait qu'il faut que le médecin traitant soit au centre de la prise en charge. Mais alors là, de ne pas avoir accès directement aux plaies chroniques, ça veut dire que mon patient, je suis face à lui, je dois l'envoyer chez son médecin, le médecin doit faire son avis, alors qu'on a une nouvelle lettre clé aussi qui s'appelle le bilan de soins pour les plaies. Où on ne prend pas en charge la plaie que par le pansement qu'on met, mais une prise en charge bien globale par rapport à tout ce que vous avez cité, l'accès vasculaire, la douleur, le type de douleur, voilà, les antécédents. Et du coup, je me dis, alors c'est peut-être parce que je suis infirmière libérale, mais quel manque d'accès aux soins pour les patients si l'infirmier qui est face à la plaie tous les jours ne peut pas avoir de la téléexpertise avec les plaies chroniques. Alors justement, c'est ce que je dis, en pratique, je vous dis, je suis toute seule, donc je peux pas le faire. Ça, c'est un gros point. Le deuxième, c'est que effectivement, c'est l'activité autour, enfin, parce que je fais pas que ça du tout. Et après, on peut imaginer avec les internes au fur et à mesure des années qu'il y ait une augmentation progressive de l'activité et que ce soit vraiment progressif et sécurisé. Et c'est ce qu'on en discutait entre nous hier, c'est que dans ces cas-là, pourquoi pas faire un partenariat direct avec le médecin généraliste pour dire, bah voilà, moi j'ai cette plaie, je suis experte parce que j'ai fait le DU, parce que je m'y connais et que je suis infirmière libérale, que je vais voir tous les jours. Et là, ça m'alerte. La situation m'alerte, et dans ces cas-là, revoir avec le médecin pour essayer de vous mettre d'accord et mais c'est là en pratique, c'est vrai que à chaque fois qu'on le met en place, alors c'est pas forcément par rapport à vous, mais d'autres infirmiers, c'est très compliqué. Et les fois où, en fait, j'ai un peu ce point de vue-là pour le moment, parce que les fois où on a été sollicité, parce qu'on le fait, enfin, on a le téléphone, on est appelé, je suis infirmière libérale, on n'est pas on n'est pas dans notre tour d'argent au CHU. On a bien sûr, on sait très bien parfois les solutions, on sait très bien que vous êtes parfois encore mieux, excusez pour les généralistes qui écoutent, mais plus formés en plaie, et c'est normal, et vous les voyez tous les jours, vous savez que ça coule, qu'il est invalidé, etc. Mais en fait, pour le moment,
je préfère limiter à ça, quitte à faire un partenariat avec le médecin traitant, etc. Et de voir. Alors, il y a certaines infirmières qui disent, bah, je me suis mis en lien avec le docteur, voilà, les listes des antécédents, c'est ça. Et dans ces cas-là, peut-être, pourquoi pas construire ces choses-là. Mais par expérience, souvent, non pas souvent, mais les infirmières, quand ça passe, il y a toujours un truc qui manque et qui est pas... j'ai pas la réponse complète. Et donc, derrière, moi, je galère à récupérer les infos. Donc, voilà. Après, ça se construit sur le long terme. Et c'est un peu comme les haltères ECG. C'est-à-dire que si on ouvre les vannes, là, derrière, je vais avoir parce que vous êtes probablement consciencieuse, etc. Mais parfois, il y a des infirmières qui sont complètement lâchées et qu'elles sont peut-être en EHPAD et qu'il va y avoir les dermites du siège, les machins. Et ça, je pourrais pas. Je pourrais clairement pas. Alors après, pourquoi pas réfléchir sur une charte précise, etc. Mais c'est pour ça que pour le moment, je préfère faire le truc sereinement, d'ouvrir progressivement et de garder ce cap pour le moment. Alors, indépendamment de pourquoi, c'est la Jean- façon de faire toute seule. J'entends. la position de CHU, en fait, de Besançon, elle est pas seule. Parce qu'on a fait des réunions, notamment dans le cadre du centre de ressources en dermatologie. Et c'est une position, en fait, qui est partagée par l'ensemble des dermatos hospitaliers qui sont nos centres experts de référence. Ils ont commencé à ouvrir à des infirmiers et malheureusement, les retours d'expérience font que, vous avez compris sur la téléexpertise, ce qui fait la qualité de la vie d'expert, c'est la qualité des informations qui sont en amont. Donc, Oui. toutes les illustrations qui ont été données par le docteur Curie ou le docteur Bonnet ou le docteur Moreau sont très éclairantes à ce sujet-là. Et si vous avez un dossier qui est mal rempli, mal ficelé, pour X bonnes raisons, derrière, vous faites perdre du temps à tout le monde. C'est-à-dire que l'expert est obligé de demander des informations complémentaires. Or, vous l'avez compris, l'expert, il n'a pas que ça comme activité. Donc, il faut absolument, par rapport au temps, la ressource médicale est précieuse. Tant du point de vue, vous, professionnel paramédical, que professionnel médicaux, demandeur ou que expert, et il faut vraiment qu'on arrive. Donc là, on est sur une première étape. Donc, on essaie d'y aller pas à pas, mais peut-être que demain, effectivement, avec la mise en place de ressources documentaires, de guides de bonnes pratiques, on arrivera vers du plus, vers du mieux. Mais d'ailleurs, concentrons-nous d'abord sur les médecins généralistes. Faisons en sorte qu'avec les guides de bonne pratique, ils puissent faire des demandes de qualité, que ce soit en dermato ou en cardio, qui ne demandent pas des ECG à tout va, qui ne servent à rien, etc., etc. Ça fait perdre ça fera gagner du temps, économiser du temps, ce temps précieux de ressources médicales. Je Alors, voulais dans ce que prolonger, vous... je voulais Oui, prolonger la question, Florence, parce que dans le domaine de la dermatologie, d'après ce que j'ai compris, il y a des centres experts, il n'y a pas que le CHU, enfin, je crois qu'il y a d'autres centres experts dans le domaine de la dermatologie. Donc, est-ce que c'est la même situation dans ces autres centres experts, notamment par rapport aux infirmières? Et La même, puis, ce que la même. c'est-à-dire que les, les, les dermatologues enfin, qui sont en général libéraux et donc qui ne sont pas au CHU ne sont pas en capacité de prendre en charge plus de demandes, c'est ça? Bah, en fait, ça dépend des dermatos. Mais nous, notre volonté, notre ambition par rapport aux centres de ressources qui sont dans des établissements hospitaliers, c'est vraiment de pouvoir l'ouvrir à toute la médecine de ville et dans les structures médico-sociales, voilà, surtout BFC, pour que aucun médecin généraliste traitant ne puisse, enfin, trouve une solution. Euh, Imaginez dans la Nièvre, il n'y a plus un seul dermato, que ce soit à l'hôpital ou en ville. Voilà, donc on est face à une situation catastrophique. Et donc, nous, agence, on ne pouvait pas rester sans rien faire. Et c'est pour ça qu'on a commencé avec la spécialité dermatologique, avec ces centres de ressources qu'on aimerait ouvrir sur d'autres spécialités médicales demain, si l'expérience est concluante. Sachant Alors, que, par exemple, avec le Chaland, ils ont 90 demandes par semaine. Par semaine. 90 demandes, c'est énorme. Et donc, c'est en plus de leur activité de base, et puis ils ne sont pas nombreux en dermato. Donc, c'est éviter d'ouvrir les vannes en essayant de faire les choses progressivement et construit. Et pour revenir sur les infirmières libérales impliquées dans les plaies, et nous, il y en a certaines avec qui on fonctionne très très bien et c'est super fluide. Il y a une chose aussi qu'il faut voir, c'est que par exemple, les antalgiques, la prescription d'examens complémentaires, les choses dont on peut avoir besoin avant la consultation, tout ça, ça passe par le médecin généraliste. Les antalgiques, on a du mal à faire, voilà, on leur dit aux patients, moi je prescris pour 15 jours en disant, ou alors pour 3 semaines, en disant, voilà, il faut que vous ayez revu votre médecin pour réévaluer. Il y a des choses, en fait, il faut réussir à impliquer le médecin généraliste et d'avoir. Après, pourquoi construire? Enfin, là, c'est tout de suite maintenant. C'est-à-dire que peut-être plus tard, parce qu'on sait très bien qu'il y a des infirmiers, des infirmières comme vous, voilà, qui sont impliqués, qui ont compris, etc. Mais vous n'imaginez pas ce qu'on soit parfois. oui. Et Alors justement, quand je vous entends tous, le docteur Curie l'a dit, le docteur Bonnet l'a dit, hein, que la qualité des
informations transmises, même si elles sont aussi par le médecin généraliste, est extrêmement importante pour l'expert. Si on se recentre sur le territoire de la CPTS Capacité Besançon et Métropole, docteur Moreau, vous avez employé plusieurs fois le mot construction. Et ben moi, je me dis, la CPTS, c'est le lieu du lien ville-hôpital. Et pourquoi pas, voilà, se mettre tous autour de la table et construire les choses, comme vous le dites bien, de pas à pas, hein, déjà avec le médecin généraliste et ensuite les paramédicaux, pour que vous puissiez avoir ben voilà, le regard de l'expert qui se situe souvent dans le centre hospitalier ou dans les cliniques et le regard de la médecine de ville. Qu'est-ce que vous en Alors, pensez? le regard de la médecine de ville pour travailler en dermato et en dermato au centre des plaies et en maladies infectieuses, on l'a vraiment bien. On sait très bien comment ça se passe. On a techniquement là, on fait une formation pour la maladie infectieuse auprès des généralistes. On est en train de réfléchir. J'ai appelé tous les copains généralistes pour dire voilà, qu'est-ce que tu attends de cette, si je te dis ça, qu'est-ce que tu veux? Et en fait, on fait déjà avec on essaie déjà de faire du lien et pour tout ce qui est formation, etc. On est dans un dynamisme en ce moment en dermato pour justement s'ouvrir vers l'extérieur. Ce que je vous disais, alors c'est sûr, ça concerne les médecins pour le moment, mais pourquoi pas les infirmières plus tard. Alors déjà, on fait pas mal de formations pour les infirmières en ville, notamment les plaies cicatrisation via les laboratoires. Alors je sais que c'est l'avantage de passer par un laboratoire, c'est qu'en fait, c'est eux qui font toute l'organisationnel et nous, on fait notre construction médicale uniquement. Donc il y a ça, il y a le DU de dermato pour les généralistes, il y a le DU de plaies cicatrisation pour les infirmiers ou les généralistes ou n'importe quel médecin. Il y a le webinaire qu'on essaie de mettre en place qui peut être, pourquoi pas, accessible aux infirmiers aussi, parce qu'il y a certaines choses. On sait très bien, c'est vous qui êtes aux premières lignes hein, pour les plaies chroniques, je le sais très bien. Mais là, malheureusement, matériellement, je ne peux pas accéder. Enfin, c'est compliqué. J'entends bien, je me suis mal exprimée, c'est pas ce que je voulais dire. Moi, je restais sur le thème de la télé-expertise, parce qu'elle n'est pas non plus utilisée par tous les médecins généralistes. Hein. Il y en a qui sont très au clair avec ça, comme le docteur Curie, il y en a qui le sont moins. Et du coup, je me dis que voilà, dans le rôle de la CPTS, pourquoi pas construire un guide d'utilisation de la télé-expertise. Alors, effectivement, comme vous le dites, hein, avec tout ce qui a été dit aujourd'hui, hein, l'importance de bien remplir la demande, savoir comment ouvrir sa plateforme Telmi, l'histoire du matériel, et puis de pouvoir déjà voilà, commencer par les médecins généralistes comme ça, et puis dans le futur, je l'espère, l'ouvrir aux paramédicaux. Je parle des infirmières parce que je suis infirmière, mais il y a les autres paramédicaux, il y a les infirmiers de pratique avancée. Du coup, c'est vrai que pour l'instant, voilà, vous, docteur Moreau, vous êtes toute seule pour gérer tout ça. Voilà, je me dis, la cardiologie est sur la clinique, donc voilà, est-ce qu'il n'y a pas intérêt, en tout cas, que tous les professionnels qui sont concernés se réagissent pour pouvoir. Il y a toujours un intérêt à discuter ensemble pour essayer de faire un projet qui tient la route, Voilà. qui est productif. Il y a toujours, bien sûr. Je vais juste vous interrompre parce qu'on arrive bientôt au terme de ce webinaire. Florence, il y avait une question Oui, de Jérémy Léonard de l'association AIDE qui demande quelle peut être la place des associations aux côtés des médecins, en particulier des consultations en binôme médecin-association avec le patient. Alors, je ne sais pas à quoi ça peut correspondre. Est-ce Je que veux vous avez... bien, Ah ben, citer mon propos si vous le permettez. allez-y, Jérémy. Je pense notamment à des consultations en infectiologie ou en hépatologie pour ce qui concerne l'association AIDE. Ça s'est fait notamment dans le cadre de l'essai Hypergay, où on a aussi montré l'importance de l'accompagnement communautaire. Mais là, c'était en présentiel et je me dis peut-être que sur du virtuel aussi, il pourrait y avoir de l'intérêt pour les patients à avoir des consultations en binôme médecin-patient, soit en même temps, soit d'abord avec le médecin, ensuite avec l'associatif, ou soit l'associatif et ensuite avec le patient. Enfin voilà, de pouvoir aussi remettre de l'associatif et de la représentation des usagers là-dedans. Enfin, ça me semblerait important, intéressant. Alors, plutôt que des consultations, vous voulez dire que la télexpertise? Tout à fait. Ah bah ça, toujours. Hein. Ok. Eh bien, mais merci. Je vais être obligé d'arrêter, même si Florence veut dire encore un petit mot, comme c'est ma j'ai une présidente. dernière question. Ouais, t'es obligé de dire oui. Mais il faut Une qu'on question. termine à l'heure. J'en ai pour 2 secondes. C'est pour Monsieur Tan. Alors, juste, je voulais faire un petit parallèle. Dans la vraie vie,
quand on suit un patient avec une plaie, imaginons une plaie post-opératoire, quand il y a problématique sur la plaie, qu'est-ce qu'on fait? On prend en photo la plaie. Attention, ça va vous brûler les oreilles, ce que je vais dire. Et on envoie la photo au chirurgien par son SMS ou par mail, donc Oh, il a- totalement illégalement puisque ce n'est pas sécurisé. Voilà. Est-ce que ça, alors évidemment, il faudrait imaginer avoir l'outil, mais est-ce que ça peut être considéré comme de la télé-expertise? Alors, pour que ce soit considéré comme de la télexpertise, en dehors de la question de la sécurité des données de santé, etc., et de l'outil en fait utilisé, ce que la loi impose, c'est un compte rendu derrière. Mhm, Et tout à fait. traçabilité en fait des échanges. Mhm. Que ce soit sur la plateforme régionale ou pas d'ailleurs. Moi, à la Oui, dans limite, le dossier de soins du patient. voilà, et que ce compte rendu, en fait, il soit versé dans le dossier de soins du patient. D'accord. Voilà. Donc, Rien ne il s'y faut oppose dans l'outil. l'absolu. Rien ne D'accord. s'y oppose dans l'absolu. Mais il Mais faut il faut que ce soit l'outil. sécurisé. Ouais, il faut D'accord. l'outil sécurisé. D'accord. Après, j'en Ok. peux rajouter que ça, pour le coup, pour impliquer l'infirmière libérale dans la téléexpertise préchronique, dans ces cas-là, c'est ce que je mettais dans le PowerPoint, c'est que pour les patients qui sont suivis, qu'on a déjà vus, qu'on connaît, qu'on a déjà évalués et dont on a déjà les données médicales, ça peut être intéressant. Parce que ce qui existe déjà sur le site internet et ce qu'à terme on va faire sauter, c'est le formulaire de demande d'avis et de suivi. Et ce sur internet, là, il est accessible aux infirmières libérales. D'accord. Très bien. Écoutez, je suis désolé, on aurait pu continuer ces échanges un peu plus longtemps, mais on a décidé de terminer à l'heure. Donc, merci aux intervenants. Redire comme l'a précisé Florence Delcé, que la CPTS est là aussi pour faire ce qu'on peut appeler le go-between entre l'hôpital et pour nous le CHU, mais aussi les cliniques et les professionnels de santé libéraux. Donc, si vous avez besoin qu'on soit un peu des facilitateurs par rapport à ça, on est bien sûr à votre disposition. Vous dire que le prochain webinaire sera sur l'antibiothérapie avec ce titre, l'antibiothérapie, ce n'est toujours pas automatique, et avec des actualités et une présentation des nouvelles pratiques dans ce champ de l'antibiothérapie. Donc voilà, merci à toutes et à tous pour votre participation et je l'espère à très bientôt. Merci, au revoir. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Voilà, au revoir. Donc voilà, merci à toutes et à tous pour votre participation et je l'espère à très bientôt. Merci, au revoir. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Voilà, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Voilà, au revoir.